Histoire et littérature, race et classe, capitale et race. C'est la règle de 3 de Sylvie Laurent. Étudiante, elle se consacre à l'histoire et à la littérature. Elle y associe 3 passions, le texte, la culture populaire et les États-Unis. Parmi ses grands maîtres, elle cite Roland Barthes, Jean-Pierre Vernant, mais aussi Howard Zinn, l'historien des petits et des marginaux. Lors d'une conférence sur le mythe américain au MIT en 2005, l'auteur d'une histoire populaire des États-Unis a d'ailleurs rappelé le massacre des Indiens Pequots en 1637. Those that escaped the fire were slain with a sword, some hewed to pieces, some run through with their rapiers. En 2008, Sylvie Laurent sort un premier livre dans lequel elle s'intéresse notamment à l'image de Barack Obama. Barack Obama est celui qui a fait Harvard, est celui qui est très diplômé, est celui qui porte les costumes, est celui qui a un langage très châtié, trop châtié parfois, et qui apparaît comme celui qui fait plaisir à la gauche des grandes villes du nord-est des États-Unis et de la Californie. Spécialiste des États-Unis, elle creuse le rapport entre race et classe. En 2007, elle consacre sa thèse à la représentation du poor white trash, le blanc pauvre américain, dans la littérature des États-Unis. Ce qui m'intéressait, c'était comment les élites blanches utilisaient le ressentiment des plus pauvres, des blancs contre les noirs, pour diviser les pauvres. Historienne de la question noire américaine, elle publie une biographie de Martin Luther King en 2015, livre dans lequel elle met en exergue la dimension révolutionnaire et subversive du pasteur, assassiné en 1968. Martin Luther King était un homme en colère, un homme qui prédisait que les inégalités économiques absolument criantes sur une base raciale menaient les États-Unis à leur perte. Aujourd'hui, dans Capital et race, histoire d'une hydre moderne, Sylvie Laurent montre comment la race s'est manifestée dans l'histoire comme l'une des infrastructures essentielles du capitalisme. Page 10, elle cite Marx. Colonisation, esclavage et exploitation des Amériques furent ainsi moins l'aurore du capitalisme que sa matrice. Et tout remonte à 1492. On aurait pu penser que capitalisme et racisme, vous allez remonter à la Révolution industrielle, 1850. Pas du tout. Vous remontez à 1492 et la découverte par les Européens des continents américains, à commencer par Christophe Colomb. Et vous dites, c'est là que s'est mis en place cette relation vénéneuse et symbiotique du capitalisme et de la racialisation de l'autre qui a conduit à la domination, à l'expropriation et à l'accumulation. Oui, c'est cela. C'est une thèse audacieuse ? Alors, elle est audacieuse en réalité, elle n'est pas si nouvelle que cela. Oui. Bien d'autres avant moi avaient montré cela, à commencer par Marx, qui n'ignore rien de l'importance des Amériques dans le décollage de l'Europe industrielle. Mais oui, en effet, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'était de considérer que le capital, comme la race, avait une histoire. Et que plutôt que de considérer que ces invariants imposaient leur empire et que nous les subissions, je voulais montrer à quel point ils étaient des institutions qui s'étaient inscrits dans l'histoire. Et donner une histoire au capitalisme, c'est forcément commencer par ce moment où l'Amérique est non pas découverte mais conquise, et ce nouveau rapport à la nature, ce nouveau rapport à la valeur et à l'idée que ce qui nous émancipe, c'est l'accumulation de biens matériels sans limite. Cela suppose fatalement la dépossession de ceux qui se trouvent sur ces terres et l'utilisation d'un travail gratuit de ceux qui n'ont pas la souveraineté de leur corps, que sont les Africains. Et donc il y a cette espèce de matrice qui se met en route à partir de 1492, c'est-à-dire cette terre, cet esprit et cette pratique. Avec l'aide de l'Église, avec l'aide des institutions juridiques et de différentes institutions. Pourquoi Robinson Crusoe ? Il y a un passage passionnant sur Robinson Crusoe, le roman de Daniel Defoe. Ouais. Ce personnage qui est échoué sur une île et qui va passer 28 ans sur cette île et qui va rencontrer un bon sauvage, entre guillemets, vendredi. Pourquoi est-il une parabole du capitalisme ? Et Robinson Crusoe est-il un homo economicus, comme vous le dites ? Alors, c'est pas moi qui le dis. Enfin, c'est pas vous qui le dites, mais vous le soulignez. Je constate que pour les penseurs du capitalisme et les apologues du capitalisme, Robinson Crusoe est une œuvre fondatrice. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une œuvre de fiction. Or, le capitalisme produit des subjectivités, un imaginaire. Narratif. Nous croyons à certaines vérités de nature du capitalisme, comme s'il n'y avait pas de moyen de lutter contre elles. Et Robinson Crusoe, c'est le mythe, tel que décrit par Karl Marx, des relations sociales en pleine vérité, en plein soleil. Et pour les libéraux, c'est merveilleux. Robinson Crusoe illustre la naissance du capital, un homme seul, rationnel, qui occupe une terre vide et qui, par la simple ingéniosité et l'organisation de son travail, crée la richesse par lui-même. Et pour vous ?
Eh ben, représente quoi? après Marx, je dis c'est une Robinsonade. C'est une mystification, c'est un fantasme. Ce que montre Marx dans cette lecture de Robinson Crusoe, c'est qu'on a effacé l'histoire. On pense que le capitalisme est arrivé comme ça tout à coup, qu'il a surgi, qu'on l'a trouvé sous une feuille. Et Marx dit non, il y a une longue histoire de relations sociales avant. Et j'ajoute que d'autres que Marx avaient vu que parmi ces longues relations sociales qui ont précédé ce capital qui émerge et qui devient industriel après avoir été marchand, il porte aussi la marque de la conquête de toutes ces matières premières, de tous ces hommes, de toutes ces terres capitales qui ont permis à l'Europe de s'industrialiser et de devenir ensuite financière et toute puissante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors vous faites le lien, vous venez de le dire, entre racisme et capitalisme, mais est-ce vraiment toujours le cas? Parce qu'on le voit dans beaucoup de conflits, le monde en regorge, comme l'oppression des Ouïghours par la Chine, le génocide de Rwanda, le génocide arménien. Dans ce cas-là, est-ce que vraiment les deux sont liés, entre racisme et capitalisme? Alors, ce que vous posez comme question, c'est est-ce qu'il y a une théorie du capitalisme qui fait que systématiquement, telle une structure qui serait une loi interne du capitalisme, de même que le capitalisme produit des inégalités, ce qu'a montré Thomas Piketty, eh bien, le capitalisme produirait de la domination raciale ou de ressentiment racial? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je me suis posée en historienne et non pas en économiste. Je ne fais pas de théorie du capitalisme. J'observe que depuis son émergence à l'âge moderne, c'est comme cela qu'il s'est déployé. Que l'impérialisme comme condition nécessaire du capitalisme, tel que Rosa Luxembourg l'a pensé, mais bien d'autres après, c'est ce capitalisme-ci, né en Europe à l'époque moderne, qui est devenu transatlantique, qui mondial, qui s'est imposé à nous. Par ailleurs, il existe bien des génocides qui ne sont pas tous de modalités raciales ou racistes. Et on assiste aujourd'hui, par ailleurs, par chez nous, à l'alliance de l'exaltation du capitalisme, de la libre entreprise, du marché qui nous libère, avec une rhétorique de défense nationaliste, bien souvent raciale et raciste, qui veut que, eh bien, une fois encore, nous sommes menacés de dépossession par les autres. Alors, oui. On va en parler à propos de Donald Trump dans un instant, mais avant ça, on va évoquer avec vous, Sylvie Laurent, et avec Anna, des débats qui remontent autour d'un racisme anti-blanc en France. Oui, un débat qui a été ravivé récemment après le meurtre du jeune Thomas Crépol. C'était dans la Drôme au mois de novembre. Et plusieurs politiques de la majorité présidentielle y ont vu l'émergence d'un racisme anti-blanc. Édouard Philippe, président d'Horizon, a déclaré dans une interview dans le JDD le 10 décembre qu'il était, je le cite, bien possible qu'il existe une forme de racisme anti-blanc en France. Et le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a validé ses propos et déclaré, lui, sur Europe 1, ne pas dire qu'il existe, le racisme anti-blanc donc, c'est ne pas dire la vérité. Alors c'est plutôt nouveau pour la majorité, car cette notion, elle est souvent employée par l'extrême droite. Pour Marion Maréchal, c'est même devenu un phénomène de société. Et le journal Valeurs Actuelles en fait d'ailleurs, on va le voir régulièrement, la une de ses couvertures. À l'inverse, les associations antiracistes et plusieurs chercheurs s'entendent pour dire que cette notion, elle n'est pas fondée, car pas systémique. Sylvie Laurent, est-ce que déjà vous estimez qu'en France, comme aux États-Unis, ce racisme anti-blanc, il existe? Et si oui, y a-t-il un lien à faire avec le capitalisme? Vous n'avez pas 4 heures. Non. Écoutez, mon livre précédent, qui s'appelait Pauvre petit blanc, traitait amplement de cette question. Mais vous me donnez l'occasion de dire quelque chose de très important. Ce livre s'appelle Capital et race, et je sais que le mot race est désagréable. C'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement utiliser, c'est un recours, etc. Parce que ça charrie une forme de culpabilité, de mise en cause, on inculpe, on est un procureur. Ce que vous décrivez, ce sont les mésusages terribles de ceux qui pensent que le racisme, c'est le fait de nommer avec mépris, d'être désagréable, voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose de personnel, un sentiment, une émotion, quelque chose de négatif. Je quitte complètement ce champ-là. On s'est trompé en ne pensant le racisme ou la domination de race ou le principe de race. La race, je la décris dans son histoire de matérialité. C'est une économie politique. C'est un principe qui s'est imposé à mesure que la conquête du monde par les forces productives telles que le capitalisme les a déployées à l'âge moderne, elle s'est imposée. De même que l'antisémitisme dont je parle dans le livre, est-ce un hasard si on passe son temps à entendre que le trope antisémite du juif comme usurier, capital, banquier se maintient? Non, parce qu'il a cheminé au sein du capitalisme comme une façon commode d'accuser le mauvais capitalisme, d'accuser le capitalisme improductif des juifs par rapport au bon capitalisme, et que tout cela s'est fait ensemble.
Sylvie Laurent, une dernière question à propos de Donald Trump. Oui. C'est plus qu'une hypothèse, peut-être une réélection en novembre prochain, enfin un deuxième mandat. Vous dites, il envisage de redonner, il essaye de redonner à la classe moyenne blanche un capital symbolique, la préséance raciale. C'est ça? Make America white again et non pas Make America Ça l'a great again? Ça l'a toujours été, mais certainement, il y a Plus que jamais. chez lui un commerce, le commerce de l'identité blanche blessée qu'on leur a pris. Reprendre ce qui nous a été pris, c'est implicite, comme toujours, hein, le racisme ne se dit pas toujours tel, mais l'idée selon laquelle l'Amérique a été fondée par des Blancs pour des Blancs et que c'était une table rase, elle suppose ensuite que si d'aucuns viennent revendiquer leur part de cette belle nation, eh bien, ils sont des usurpateurs. Ce sont eux qui colonisent et non pas l'inverse. Merci Sylvie Laurent. Merci à vous. Au Seuil, Capital et race, histoire d'une hydre moderne. Formidable essai. Merci encore d'être venu dans 28 minutes.